d'avortement programmé. Donc, je repasse la main à René de Crémou et je défilerai les diapos pour elle. Merci. Donc, je vais parler de l'UMT pilotage de la santé des ruminants que je co-anime. C'est un dispositif partenarial de recherche et de développement qui s'appuie en fait sur un institut technique, donc en l'occurrence l'Institut de l'élevage auquel j'appartiens, et d'autre part l'école vétérinaire de Toulouse et INRAE. Les atouts en fait de l'UMT, c'est de s'appuyer sur des acteurs de la recherche, et là plus particulièrement il s'agit de l'UMR IHAP pour interaction hôte agent pathogène. Donc on est en relation avec ces groupes de chercheurs, ce qui évidemment n'empêche pas d'autres collaborations, parce qu'en fait l'UMT à elle seule ne peut porter et suivre l'ensemble des projets. Notre travail, il est forcément partenarial avec d'autres structures de recherche et des acteurs de terrain, et je dirais pour la filière caprine, particulièrement l'OMACAP, avec lesquels on échange de manière constante, puisqu'on est invités les uns et les autres à nos différents groupes de coordination, de manière à essayer de construire des projets communs et d'échanger sur les résultats pour être également en complémentarité lorsqu'on conduit chacun nos projets. Donc, diapo suivante. Sur le projet de l'UMT, en fait, on s'appuie sur 4 grands axes de recherche et de développement. Le premier concerne essentiellement les aspects diagnostiques, c'est-à-dire le développement et l'évaluation d'indicateurs de santé. Donc, j'aime à préciser ce mot indicateur de santé, parce qu'en fait, il y a des choses telles que les notes d'état corporel, par exemple, mais également d'autres types d'indicateurs qui, lorsqu'on les suit et quand on regarde leur dynamique, leur cinétique, peuvent donner, par leur évolution, des informations relativement précoces de l'état de santé des animaux. Donc, il ne s'agit pas forcément de faire juste le diagnostic d'une maladie en particulier, mais bien de s'intéresser à un ensemble d'indicateurs qui montrent que l'animal va bien ou pas. Sur le deuxième volet, on s'appuie beaucoup sur quelque chose qui relève plus de la médecine individuelle, mais on voulait mettre l'accent sur la capacité des animaux à résister à un certain nombre de maladies. Et là, déjà, on pense déjà à des aspects sélection, mais aussi être plus résilient, c'est-à-dire finalement, même quand il est malade, à supporter relativement bien cette maladie. Et j'ai retenu le mot qu'a indiqué Odile en début de réunion, mais nous aussi, en fait, l'aspect robustesse, les aspects longévité nous intéressent. Et donc là, notre volonté, c'est de s'intéresser vraiment à la carrière de l'animal et à voir comment un jeune et son état de santé peuvent contribuer à l'adulte qui sera ensuite et à ses performances par la suite. Sur le troisième axe, on s'intéresse à un ensemble de moyens de maîtrise finalement, c'est-à-dire comment adapter la gestion sanitaire à différentes échelles, le troupeau, des populations, des systèmes, des territoires, parce qu'on se rend compte que finalement la santé ne peut pas être prise de manière isolée. On a des démarches un peu globales, agroécologiques, où on fait entrer en balance finalement bien d'autres éléments que la santé dans la gestion des troupeaux. Et donc là, on cherche à voir comment on peut adapter la gestion sanitaire à un ensemble d'enjeux qui peuvent être également des enjeux sociétaux. Et on a bien entendu évoqué notamment le bien-être animal, mais Stéphanie a évoqué aussi tout ce qui était plan éco-antibio, réduction de l'usage des intrants médicamenteux. Ça fait partie des contraintes de gestion sanitaire qu'il nous faut prendre en compte aussi. Et le dernier axe concerne donc les acteurs globalement de la santé. On est là plutôt sur des actions globalement de communication, mais où on souhaite arriver à co-construire ensemble à la fois les références et le transfert. Donc, diapo suivante. Donc, je vais passer rapidement sur chaque axe pour vous donner un petit peu une idée des thématiques qui sont abordées. Donc, sur vraiment du diagnostic à proprement parler, on travaille sur les avortements. Donc, il s'agit d'un travail également en collaboration avec GDS France et la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale, notamment au travers de la valorisation des avortements qui peut être faite au travers du dispositif OSCAR. Et notre vocation, c'est de continuer à travailler sur le diagnostic de ces maladies
en recherchant des partenaires, notamment pour faire des détections de plusieurs pathogènes simultanément. Sur le diagnostic, pour l'instant, donc ce sont des travaux sur les coccidioses, surtout développés en ovins, mais il y a forcément des liens à trouver. Je pensais notamment à l'ANSES de Niort au travers du sujet des coccidioses. Donc du travail sur les qPCR et donc des analyses en mélange pour réduire notamment les coûts. Sur les indicateurs de santé, on travaille sur des indicateurs qui concernent notamment l'immunité. Et pour les mammifs, un des travaux qu'on réalise en ce moment concerne la détermination des différents types cellulaires qu'on trouve présents dans le lait pour essayer éventuellement de discriminer des aspects infectieux et non infectieux. On travaille aussi, donc là c'est plus le travail de Jean-Louis Poulet qui va intervenir également tout à l'heure, sur la partie expérimentale, comment apprécier en laboratoire l'interface entre le treillon et le manchon. Et là, on verra qu'il y a des applications à venir, j'espère, pour évaluer la qualité des faisceaux trayeurs, mais aussi mieux comprendre ce qui se passe au niveau du treillon. Diapo suivante. Donc sur le deuxième axe, bon, j'ai commencé à l'évoquer, hein, donc ce sont des travaux sur un certain nombre de leviers d'action qui peuvent favoriser la robustesse. Ça inclut donc la génétique. Et donc là, par exemple, en partenariat avec Capgène, il y a tout ce qui concerne le phénotypage des kystes lactés qu'on va trouver sur les trayons ou les déséquilibres mammaires. Sur l'immunité, c'est la participation à un réseau qui essaye de mettre en commun les informations relatives aux apports d'antioxydants en tant qu'élément permettant de favoriser la santé. Et sur le microbiote, on en est au balbutiement. C'est donc une thématique toute récente pour l'UMT, en sachant qu'en fait, pour le microbiote, il faut bien avouer qu'on est encore beaucoup sur les outils de mise en évidence de ces écosystèmes un peu particuliers, et qu'on n'est pas forcément encore sur des applications réelles au niveau du terrain. Sur l'aspect longévité, je vais citer juste deux sujets. Donc la longévité de la mamelle, qui continue de nous intéresser toujours en interaction avec la traite, et d'autre part pour les conduites d'élevage, la gestion des lactations longues avec notamment un projet, le projet CLAP, qui va être financé donc par l'interprofession caprine pour nous permettre d'avancer sur cette thématique. Diapo suivante. Donc sur le troisième axe, donc là c'est un axe très vaste. Donc si je veux passer en revue rapidement les sujets, ça peut passer au travers de projets autour du parasitisme et de l'utilisation du pâturage de plantes riches en métabolites bioactifs. Donc c'est par exemple les tanins, hein, tout simplement. Donc c'est la sélection, bien entendu, autour du parasitisme. Pour l'aspect vaccinal, on a travaillé sur le vaccin contre les mammites, là, le Vimco. Et en termes de mesures sanitaires, donc sur différents aspects, toujours autour de la traite, donc le réglage de la dépose automatique ou encore le vieillissement des manchons trayeurs. Pour des approches plus globales de la santé, on va utiliser le mot un peu gros là de biosécurité, mais en fait, il s'agit tout simplement de parler de prévention, et ces aspects de prévention avec l'objectif de réduire notamment l'usage des antibiotiques. Ils passent par exemple par la rédaction d'un ouvrage sur les recommandations des bâtiments, des chèvreries. Donc cet ouvrage est en cours de finalisation, et voilà, on y a largement contribué avec Nicolas. Et également, toujours en collaboration d'ailleurs avec l'OMACAP, un travail sur les ateliers d'engraissement, où on essaye de visiter un certain nombre d'ateliers pour essayer de relever les points qui semblent intéressants pour contribuer justement à une bonne prévention, à améliorer la robustesse des chevreaux, à améliorer leur environnement, leur qualité de vie, et donc limiter les problèmes de mortalité ou de morbidité. Sur le bien-être, Nicolas en a parlé, donc c'est Goatwell qui se poursuit maintenant au travers d'un projet animé par ma collègue Anne Aupier, qui s'appelle C'est Mou Bien, et qui a pour objectif de construire un outil opérationnel pour essayer d'évaluer, mais aussi de proposer des solutions en termes de bien-être.
Et ce sont également des travaux, là aussi conduits par Jean-Louis Poulet, autour de la relation entre bien-être animal et conditions de traite, travaux réalisés à la ferme du Pradel. Diapo suivante. Donc sur le dernier axe, c'est peut-être un des plus importants. En fait, c'est pour rappeler peut-être que la construction des références et la communication derrière, elle passe par tout le monde. Ce n'est pas forcément du tout une démarche descendante, mais qu'elle se fait dans les deux sens. Et qu'on a, en tant que chercheur ou technicien, autant à apprendre des éleveurs et du terrain que l'inverse. Donc l'idée à chaque fois, c'est d'aller dans ce double sens, de partager en fait ce que chacun connaît, à la fois les expériences, les innovations, et au travers de ces échanges-là, de mieux cibler quels sont les enjeux et de mieux répondre aux attentes. Et de prendre en compte vraiment les contraintes du terrain plutôt que de diffuser des recommandations qui ne sont pas applicables ou pas recevables. Et donc, par ce travail finalement qui est conjoint, ce qu'on attend, c'est d'arriver à être plus pertinent en termes de sujets de recherche, mais aussi de résultats à proposer, et que chacun puisse, au fur et à mesure des recherches, justement, s'approprier les contenus et les diffuser soi-même. Donc, c'est vraiment un principe de co-construction sur lequel on aimerait mettre l'accent à l'intérieur de l'UMT. Diapo suivante. Voilà, et bien j'en ai fini pour la présentation globale de l'UMT. Donc vous aurez vu qu'en fait, c'est très diversifié, mais surtout ça nécessite un très fort partenariat, aussi bien scientifique et de terrain, sans lequel en fait on ne pourrait absolument pas fonctionner. Voilà, donc merci aussi de l'invitation que vous m'avez faite, parce que c'est exactement le type d'échange que nous souhaitons pour essayer de faire au mieux sur la partie santé caprine qui nous occupe. Merci à toi René aussi et à Nicolas pour vos deux présentations qui campent un peu le travail qui peut se faire au niveau régional et national sur cette thématique-là. On va prendre très rapidement les questions qui ont été posées dans le chat parce qu'on a pris un petit peu de retard. Donc il y a notamment pour toi Nicolas deux remarques ou trois remarques. Je ne sais pas si tu l'as vu dans le chat. Donc c'est Sophie Memto qui dit concernant l'impact santé publique en matière de paratuberculose, il faudra un point d'interrogation pour la maladie de Crohn, il me semble, ce n'est pas avéré. Christophe Chartier donc, qui dit chiffre de 15% pour les tumeurs nasales en zootique, ça paraît beaucoup. Et puis une remarque de Stéphane Vallas de l'INSES, l'appréciation de l'impact de chaque maladie devrait prendre en compte certes la prévalence intercheptelle, mais également la prévalence intracheptelle. Donc je ne sais pas si tu veux donner des commentaires ou des réponses, Nicolas, avant qu'on passe à la diapositive, la présentation suivante. Oui, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Oui, par rapport à la remarque de Sophie Memto, ça reste une hypothèse. Et en tant que cofacteur, alors par contre, je ne vois pas les questions dans le chat, mais ça, c'est peut-être sur le mode de partage d'écran. Donc, merci de me les avoir répétés. Donc, maladie de Crohn, oui, c'est clair qu'actuellement, c'est pas un souci. Enfin, c'est pas une question. C'est pas quelque chose qui nous est imposé. C'est quand même une menace potentielle, bon, à long terme, mais qui n'est pas encore actuelle. Sur les tumeurs nasales, on n'a pas de chiffre officiel sur la prévalence de l'infection virale. On a, d'après voilà, Caroline Leroux, qui travaille sur ces virus, ces rétrovirus chez les petits ruminants, c'est une impression à partir d'un certain nombre de retours terrain et d'enquêtes. Maintenant, voilà, on chercherait à l'objectiver un peu mieux via une enquête en abattoir. Ça sera intéressant. Maintenant, l'infection par des souches hyperpathogènes semble actuellement beaucoup plus limitée, puisqu'on a, on a des problématiques cliniques uniquement dans 1 à 2% des élevages. Donc voilà, on sait, du point de vue clinique, c'est une maladie qui est pas présente dans beaucoup d'élevages, mais qui crée vraiment des très très gros problèmes. Et donc là, voilà, le chiffre peut-être qu'il faut retenir, c'est celui des formes hyperpathogènes. Ensuite, par rapport à la remarque de Stéphane, sur l'indicateur, le choix des indicateurs qui sont soit la prévalence troupeau ou la prévalence
interélevage ou intra-élevage, oui, évidemment, on a un certain nombre d'indicateurs pour chaque maladie. Là, j'ai choisi 2 indicateurs. Des maladies, mais après voilà, c'est la difficulté de parler des différentes maladies pour lesquelles les indicateurs n'ont pas la même valeur. Si on parle de l'infection pour la paratuberculose, l'indicateur sérologique aura pas du tout représentera pas du tout la même chose que pour la fièvre Q. Donc c'est aussi des indicateurs qu'on cherche à regrouper et qui complètent le tableau de l'état des lieux, mais qui sont présentés dans des documents un peu plus détaillés. Donc on a un certain nombre de chiffres aussi sur la prévalence intra-élevage.